Bienvenue dans ce nouvel épisode de Health Tech in Progress, le podcast qui fait tomber les barrières pour entreprendre dans la Health Tech. Je suis Mériadec Guignard, pharmacien, fondateur de Health Tech in Progress, agence de conseil stratégique santé du même nom que le podcast. Dans ce podcast, je te propose de venir avec moi rencontrer les aventuriers qui construisent la santé de demain. À travers les échanges que j'aurai avec eux, tu découvriras des parcours, des histoires et des personnalités qui t'inspireront pour entreprendre dans la Health Tech. Chaussez les crampons, prenez les piolets et partons à la découverte de ceux qui feront la santé de demain. Burnout, bore-out, anxiété, stress, les répercussions de la souffrance au travail sont nombreuses. Dans cet épisode, j'échange avec Benjamin Brion, le CEO de Moodwork. Moodwork, c'est une solution B2B pour assurer le bien-être des employés au travail. Mais Moodwork, c'est aussi un média et un laboratoire de recherche. On en parle dans cet épisode. Bonne écoute à vous. Bonjour Benjamin, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Health Tech in Progress. Aujourd'hui, on va parler de Moodwork, de santé au travail, on va parler de ton parcours énorme en entrepreneuriat Health Tech. Et pour changer un petit peu l'ordre du podcast, d'habitude je pose cette question à la fin, mais je vais la poser dès le début pour mettre en contexte. Est-ce que tu peux présenter ton aventurier préféré, quelqu'un qui te motive, qui te stimule tous les jours ? Bonjour Madec, merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, en réfléchissant par rapport aux aventuriers, je me suis dit que j'allais prendre plutôt quelqu'un d'historique et pas un aventurier contemporain. Et celui qui m'est venu en tête tout directement, c'est Magellan. Quand il a découvert, quand il est parti en 1519 faire le tour faire le tour du monde et montrer qu'il y avait un passage justement sur le continent américain qui est aujourd'hui le détroit de Magellan et qui permettait de couper en fait et de gagner du temps. Et pourquoi j'ai pensé à lui? Parce que je trouvais que son audace et sa persévérance justement dans ce projet complètement fou à l'époque où il est parti pendant plusieurs années avec 5 navires pour faire le tour du monde et lui-même n'est même pas revenu de l'expédition. Et finalement, l'expédition s'est quand même bien terminée puisqu'ils ont vraiment montré qu'il y avait ce détroit et que justement aussi c'était possible de faire le tour du monde en partant par l'ouest. Et voilà, Magellan pour l'audace et la persévérance. Ok, on retient. Bon, j'espère que pour la comparaison, toi tu iras au bout avec Moodwork, donc tu vas aller jusqu'au bout du parcours. J'espère que je ferai partie du navire restant, effectivement. Il n'y a aucun doute là-dessus, mais bon, on va retenir cette comparaison. C'est vrai qu'elle est vraiment pas mal. Magellan, c'est vrai que c'est l'aventurier et l'explorateur typique. Et donc maintenant, est-ce que tu peux te présenter ton parcours, un petit peu ce que tu fais, quel a été peut-être ton cursus scolaire, ce qui t'a emmené ensuite, on va y arriver à Moodwork. Bien sûr, écoute, donc moi Benjamin Brion, j'ai fait un parcours, on va dire, assez classique entre classe préparatoire et école de commerce. École de commerce à l'EM Lyon et ensuite j'ai passé quelques temps en venture capital, donc en financement de start-up, notamment chez Alven Capital et dans le fonds de Fred et Farid à Shanghai. Donc j'ai beaucoup appris pendant ces périodes sur l'entrepreneuriat, mais aussi sur l'autre côté en fait en tant qu'investisseur et donc aussi sur tous les KPIs, tout ce qu'on pouvait regarder aussi à la fois chez des entrepreneurs, mais aussi dans un business. Donc c'était vraiment un passage vraiment pas mal pour ensuite avoir la volonté d'entreprendre. C'est aussi ça qui m'a derrière motivé pour monter ma première structure et donc commencer dans ce monde-là. Ouais. D'accord, justement, vu que tu viens d'en parler, tu m'en avais parlé aussi un petit peu précédemment. Je sais qu'avant Moodwork, tu as eu une première expérience entrepreneuriale. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'était et peut-être les insights que tu en as ressortis ? Oui, écoutez, j'ai monté une première entreprise quand j'étais en école de commerce. Il se trouve qu'on avait pas mal de temps avec mon associé de l'époque, qui est toujours mon associé sur Moodwork. On a monté une première boîte qui s'appelait Ludéduc,
qui permettait aux élèves en classe prépa ou en université de réviser les langues à un haut niveau. Donc on a créé un outil en fait qui permettait de réviser tant des fiches de CV, de grammaire, qui permettait de réviser son vocabulaire ultra facilement et de retrouver en fait tout ce qu'il te faut pour apprendre une langue. On a créé ça en première année d'école de commerce et on l'a revendu finalement en dernière année d'école de commerce. C'est un marché très compliqué, hein, l'éducation, donc on a eu beaucoup de barrières effectivement, mais c'était une bonne première expérience, on va dire, pour se faire la main Bah, sur carrément, l'entrepreneuriat. vous avez fait le cycle complet, vous avez réussi à vendre au bout? Ouais, on a réussi à vendre au bout, alors pas grand chose, hein, mais bon, c'était pour l'expérience, c'était déjà très sympa d'arriver justement, comme tu dis, à faire l'expérience au complet. D'accord, et donc la principale chose que tu en as ressorti peut-être de cette expérience, hein? Écoute, je pense que ce qu'on a appris à l'époque, c'était déjà à exécuter. C'est quand même quelque chose qui est hyper important quand tu commences à l'entrepreneuriat, c'est comprendre ce que c'est l'exécution et mettre en place, de partir d'une idée sur une feuille jusqu'à bah, du coup avoir vraiment un produit utilisable et vendable pour tes clients. Ça, c'était la première chose, mais également la deuxième chose, c'était adresser un marché compliqué. Puisque tu vois le marché aussi de la health tech est un marché pas forcément simple non plus, avec beaucoup de barrières généralement, et le marché de l'éducation, c'était vraiment pour le coup le cas aussi, surtout en France où les gens ne veulent pas payer pour de l'éducation, considèrent que c'est gratuit, et donc adresser un marché comme celui-ci, c'était pas simple au départ. Et enfin, la dernière chose, bah, c'est travailler avec des développeurs. Alors là, pour le coup, c'est quand même deux mondes différents quand toi tu sors on va dire d'un milieu économique, business, etc. et commencer à travailler avec des développeurs. Alors à l'époque c'était des centraliens, très compliqué aussi de comprendre les codes et la manière dont fonctionne aussi Le le code. code. Exactement. J'en profite parce que c'est assez rare d'avoir sur le podcast, bah, pour l'instant des entrepreneurs récidivistes. Est-ce que tu as réussi à en retirer une erreur principale, quelque chose donc que tu n'as pas reproduit aujourd'hui avec Moodwork? Et ouais, une des principales erreurs, c'est au départ quand on a créé l'UDEDUC, on s'était dit que justement nos amis développeurs, bah c'était pas forcément utile de les intégrer dès le départ, et donc on les a pas associés au projet, ils avaient pas forcément d'action. Et ça, c'est une grave erreur parce qu'il faut absolument, si on, en tout cas, on part sur un outil digital ou dans la tech, avoir une équipe technique qui est associée au projet. Et donc à départ ou des BSPCE, pour justement avoir des personnes motivées de A à Z et qui sont là tout au long du projet, et pas avoir des personnes qui, si elles ne sont pas forcément incentivées, vont peut-être bouger au bout de quelques années, et donc tu vas avoir un mouvement en fait dans ton équipe technique qui est pas forcément bon pour le projet. D'accord, OK, je comprends. Donc, intégrer les techs dès le début pour éviter justement, qu'ils bougent après, pour les motiver, pour les impliquer dès le début. Exactement. OK, bah, top, et donc qu'est-ce qui t'a poussé à faire la transition vers le monde de la santé ensuite? Et peut-être, je sais pas, un élément déclencheur vers Moodwork? Bah écoute, quand on était en école de commerce et qu'on a terminé notre expérience, enfin non, on était encore sur notre expérience avec l'UDEDUC, on a rencontré avec mon associé un docteur en sciences comportementales qui était spécialisé sur la gestion des émotions. Alors je te parle de ça, c'était en 2014 ou 2015, donc c'était un sujet dont on parlait encore peu à l'époque. Il y avait vraiment pas du tout d'outils autour de ces thématiques, etc. Et nous, on était vraiment passionnés avec mon associé de cette thématique de la gestion des émotions et du quotient émotionnel, qui est quelque chose pareil dont on parlait pas du tout. Et du coup, on a commencé en fait à échanger avec ce chercheur, et on s'est rendu compte qu'il y avait euh, une forte une forte appétence aussi pour lui, pour un peu créer une innovation, on va dire, ou quelque chose de rupture sur ce sujet. On trouvait qu'il y avait beaucoup de matière sur la gestion des émotions, d'un point de vue académique et recherche, mais vraiment très peu d'outils qui permettaient aujourd'hui à n'importe qui de pouvoir comprendre sa gestion des émotions et finalement de pouvoir travailler dessus. Et donc après
beaucoup de moments passés ensemble, de travail et de réunion, on a finalement décidé de s'associer et de créer justement un premier outil qui s'appelait et qui s'appelle toujours, toujours Dr Mood, et qui permet justement de comprendre son émotion parmi 18 émotions et ensuite de recevoir des conseils pratiques pour pouvoir la réguler au quotidien. Donc c'est vraiment au départ le fruit d'une rencontre, tu vois, et le fruit d'une d'échanges et donc finalement un déclencheur assez humain qui nous a Ouais, amené c'est vers vrai que vers le monde de la santé. c'est vrai que c'est drôle des fois de voir des petites choses comme ça, des petites rencontres qui te déclenchent et qui t'emmènent sur d'autres plus grosses choses. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de Dr Mood, comment ça fonctionnait, rapidement pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionnait? Et justement peut-être les réussites que vous avez eues avec, parce qu'il me semble que ça a quand même bien cartonné au début. Donc Dr Mood, c'est une application web et tout non mobile pardon tout court, qui permet donc à un utilisateur à travers des sortes de petits questionnaires mais très ludiques, donc avec des formes, des dessins, des mots, etc. de détecter ton émotion. Donc par exemple de pouvoir détecter la peur, la joie, etc. Et ensuite, en fonction de ton émotion, qu'elle soit, on va dire, positive ou négative, on va te proposer de pouvoir conserver cette émotion, ton état émotionnel du moment, avec différents conseils, ça peut être des conseils sportifs, des conseils nutritionnels, des conseils, on va dire, un peu plus physiques et santé. Donc cette application est gratuite. Elle est sortie en 2018, ouais, elle est sortie en 2017 pardon. Et pendant 5 mois, ouais, en 2017, elle a été classée l'app la plus téléchargée en France sur la santé. Donc on avait un peu plus de 3000 téléchargements par jour. À l'époque, c'était pour le coup, une belle réussite parce qu'il y avait très peu d'outils pour le coup dans cette partie santé et on a été vraiment très surpris de voir le succès qu'elle a eu. Elle a toujours aujourd'hui beaucoup de téléchargements. Euh, mais on n'a jamais capitalisé dessus et on n'avait pas vocation en fait à faire de l'argent avec cet outil puisque c'était vraiment pour nous l'occasion de faire un premier MVP puisque notre idée de départ c'était vraiment de pouvoir créer un outil justement de gestion des émotions mais à destination des entreprises avec la volonté justement de pouvoir aider les managers à comprendre leur état émotionnel, mais aussi à comprendre l'état émotionnel de leurs équipes. Donc au départ, c'était vraiment ça notre volonté. Donc Dr Mood a servi en tant qu'outil B2C à nous montrer justement qu'il y avait une vraie appétence sur cette thématique et une vraie volonté aussi de pouvoir comprendre au mieux sa gestion des émotions. Et en fait, D'accord. J'avais prévu de te poser justement la question un petit peu après, mais je peux te la poser maintenant. Donc c'est comme ça que s'est fait la transition vers Moodwork aujourd'hui, vers ce que vous faites aujourd'hui, et on va ouais, définir ce que vous faites bientôt. Mais du coup, c'est pour bien comprendre, c'est que tu avais quand même, quand tu as commencé Dr Mood, tu savais où tu voulais arriver ensuite, ou ça s'est quand même fait un petit peu au fil de l'eau? On savait où on voulait arriver, c'est-à-dire justement notre volonté de faire un Dr Mood pour les entreprises à l'issue en fait du projet B2C. Mais en fait, petit à petit, en creusant le sujet, en creusant justement le monde du travail et on va dire l'ensemble des sujets qui font partie aussi de la qualité de vie au travail et de la santé mentale. On s'est rendu compte en fait qu'on ne pouvait pas parler de gestion des émotions sans parler de gestion du stress, sans parler d'équilibre vie pro vie perso, sans parler justement aussi de sens au travail, etc. Et finalement de tous les sujets qui comportent aussi, qui sont au sein de la santé mentale et de la qualité de vie au travail. Et donc c'est comme ça qu'est né Moodwork avec vraiment la volonté d'accompagner les salariés dans leur démarche de santé mentale, euh, avec justement la prise en compte de différentes thématiques et de différents sujets qui vont vraiment, on va dire, du développement personnel jusqu'à la prévention aussi des risques psychosociaux, puisqu'on arrive aussi à détecter les personnes qui sont potentiellement à risque de burn-out, à risque de bore-out ou à risque de dépression. Est-ce que tu t'arriverais à nous pitcher Moodwork aujourd'hui? Allez, je vais faire l'exercice un petit peu à tous les entrepreneurs qui viennent, comme ça les entraîne, et moi aussi, ça me permet aussi de bien synthétiser la pensée de ce que c'est. Donc Moodwork, c'est une application web et mobile qui permet d'accompagner les salariés de nos entreprises clientes dans leur démarche de santé mentale. Donc comment ça se passe? Chaque collaborateur a un code entreprise qui lui est propre, se connecte sur Moodwork. Et ensuite, il va avoir accès à 3 types d'outils.
qu'on appelle la méthodologie des 3 A. C'est l'analyse, l'action et l'accompagnement. Et on a en fait développé sur Moodwork des outils d'auto-évaluation pour comprendre sa situation en tant que salarié, sa situation de bien-être. Ça nous permet aussi du tout de détecter des personnes qui sont potentiellement à risque. Ensuite, on a développé une partie d'action où là, on est vraiment sur du e-learning à travers différents types de médias qui vont de la fiche de conseils de bonnes pratiques, du podcast, ensuite des webinars, des capsules vidéo et des programmes de e-learning. Et enfin, on a une partie accompagnement où les salariés ont accès, quand ils le souhaitent, à différents types de professionnels qui vont du psychologue clinicien jusqu'au coach, à l'assistante sociale, et les salariés peuvent échanger avec eux tous les jours, soit par chat visio de 8h à 23h, 7 jours sur 7. Et juste pour remettre dans la chronologie, à quel moment a été lancé Moodwork après Dr Mood? En fait, on a fait 1 an de développement, donc on a lancé Dr Mood en 2017 et Moodwork est sorti fin 2018. D'accord, OK, Donc, donc ça allait assez vite. ouais, donc ça allait assez vite. On a une petite année quand même de développement et donc ça fait 3 ans qu'on commercialise l'outil. Donc est-ce que tu dirais que c'est un pivot que vous avez fait ou c'est plutôt une suite logique? Je dirais quand même que c'est un pivot, même si on l'avait quand même en tête. C'était un pivot dans le sens où en fait on a totalement élargi le domaine d'expertise qu'on souhaitait adresser, qui était au départ très centré sur la gestion des émotions et qui s'est élargi à la santé mentale au travail de manière plus générale, du coup en prenant en compte beaucoup plus de thématiques. Et est-ce que tu avais déjà une équipe qui était constituée à ce moment-là, outre tes cofondateurs, quand tu as attaqué vraiment Moodwork dans le dur? Ouais, à l'époque on était 8. Déjà, OK. Ouais, on était déjà 8. On avait déjà notre CTO, on avait déjà plusieurs personnes, ouais, notamment dans la partie technique. Donc c'était quand même assez intéressant d'emmener justement les équipes vers ce nouveau projet. Comment tu leur as transmis la vision pour leur dire: «On va aller vers Moodwork, c'est là qu'il faut aller, c'est the place to be»? C'était pas simple au départ puisque c'est compliqué, tu sais, d'avoir plusieurs produits et donc et surtout de partir d'un outil B2C à un outil B2B. Nous, on a vraiment vendu notre vision, comme quoi là aujourd'hui, bah, tous les sujets de santé mentale étaient vraiment peu traités en entreprise. Et tu vois, par exemple, quand on parlait de qualité de vie au travail ou de santé mentale à l'époque, généralement c'était des sujets qu'on adressait que aux managers, aux cols blancs, en tout cas aux personnes qui étaient le plus rémunérées, on va dire, dans les entreprises. Et donc c'était des sujets très très restreints qui passaient par des formations en physique un peu ennuyantes. Et donc on a vraiment porté cette vision auprès des équipes de vouloir bouleverser un peu ce monde poussiéreux justement de la santé mentale et de pouvoir proposer au plus grand nombre des outils de qualité qui permettent d'accompagner chacun des salariés. OK. Aujourd'hui, vous êtes, combien dans l'équipe, Moodwork? Aujourd'hui, on est 39. OK, ah oui, ça commence à devenir une très, très belle boîte. Écoute, c'est pas tous les jours facile, c'est pas tous les jours facile la gestion humaine, mais ouais, c'est une très belle aventure qui dès le départ a été humaine comme je te l'ai dit et qui continue à être une très belle aventure humaine effectivement. J'en profite, du coup, quel est ton plus gros défi avec, justement dans le management d'une équipe de 39 personnes? Bah, la cohérence et la cohérence, on va dire et la ligne de conduite à conserver sur ce qu'on souhaite faire sur Moodwork. Tu sais, quand on est entrepreneur, on a tendance aussi à beaucoup se comparer, à regarder aussi ce que font les autres, à regarder ce que font les autres dans les autres pays, etc. Et donc, il faut vraiment garder un cap et rester convaincu sur ses convictions et sur sa ligne de conduite et sa trajectoire. Et ça, c'est parfois pas facile parce que même certaines personnes dans l'équipe, parfois, tu vois, se défocus ou partent sur d'autres sujets. Et donc, c'est important de pouvoir ramener vraiment vers son cœur de métier et vraiment ce qu'on souhaite faire et notre ligne de conduite de départ. Ouais. Est-ce que peut-être tu as des outils que tu utilises pour bien transmettre ta vision, pour que tout le monde aille dans le même sens? Ou ça se fait vraiment à l'humain, un petit peu sur le tas, si je peux me permettre? Alors, ça se fait évidemment, l'humain est très important, mais après, tu vois, on a tout ce qu'on appelle la Moodwork Academy qu'on a sur Notion, qui est un très bel outil.
Et donc tu as tous les outils d'onboarding, toutes les fiches, tout ce qu'on a créé aussi pour voilà pour en interne pour qu'une personne qui arrive chez Moodwork comprenne bien quelles sont nos valeurs, notre ambition et là d'où on vient et vers où on va, parce que c'est important aussi que chaque personne qui arrive comprenne aussi quel a été le chemin parcouru. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu et c'est dur à mettre en place de comment ça s'appelle? D'archiver presque tout ce que tu fais, même avant que tu aies une équipe, pour expliquer tout le chemin de pensée et le transmettre ensuite. Est-ce que c'est quelque chose que tu as mis en place, dès que tu as commencé ou ça s'est en fait, ça s'est quand même imposé après avec le temps? Je vais pas te mentir en disant qu'on l'a pas fait dès le début forcément parce que au début t'as un peu autre chose entre guillemets à faire donc tu penses pas forcément à ça mais on s'est très vite mis quand même surtout côté technique à euh, à référencer ouais tout ce qui a été fait. Et c'est très important justement ce devoir de mémoire, on va dire, et cet archivage, ouais, qu'aujourd'hui on fait de manière très naturelle. Donc tout est documenté en fait, quoi que tu fasses et peu importe l'équipe. Mais oui, au départ, ça met forcément quelques mois à se mettre en place. OK, bah, faut que je le mette en place de mon côté moi aussi pour archiver un petit peu, tout ce qui se fait avec le podcast. Je vais t'emmener, maintenant sur le business model de Moodwork. Donc là, question très simple. Quel est le business model de Moodwork? Je pense qu'on a vu comment ça fonctionnait, mais du coup, comment se passent peut-être les cycles de vente, à qui vous vous adressez et comment vous allez closer, tout simplement? Donc un point qui est important avant de parler de ça, puisque ça va nous emmener vers nos typologies de clients aussi, c'est que quand on a créé Moodwork, on a fait un gros travail de recherche et c'est pour ça qu'on a mis aussi un an à sortir notre outil pour que l'outil soit adapté aux différents métiers dans les entreprises. Et donc que Moodwork soit aussi un outil de marque employeur et qui puisse être utilisé par tout type de collaborateurs. Donc on a fait un travail pour que Moodwork soit adapté aux techniciens ouvriers, aux managers, aux membres du COMEX, même on a une version pour les membres du COMEX, aux employés de bureau, et on a également une version qui est sortie il y a pas très longtemps pour le personnel de santé, ce qui fait qu'aujourd'hui on travaille avec des entreprises qui sont pas forcément des cibles très faciles à avoir. Par exemple, dans l'énergie avec des Engie, EDF, Faya. On travaille avec des entreprises dans le BTP, on travaille avec des hôpitaux, des EHPAD, ce qui fait que ça a vraiment aussi ouvert notre taille de marché puisqu'on s'adresse pas que aux entreprises privées. Et on travaille aussi avec pas mal d'acteurs publics comme BPI France, les caisses d'assurance maladie ou encore la banque postale. Et donc, le business model, on fonctionne par nombre de salariés ciblés dans l'entreprise. Donc, c'est un prix mensuel, donc qui va de 20 euros par salarié par mois jusqu'à 1 euro par salarié par mois en fonction du nombre de salariés que tu souhaites cibler. Donc, c'est un prix dégressif. Plus tu touches de salariés, plus le prix diminue. D'accord, OK. C'est vrai que c'est quelque chose, j'avais oublié de te le demander, de comment vous adaptez votre outil aux profils différents. Parce que tu viens de le dire, vous allez vous adresser à des boîtes du BTP ou, un hôpital ou je sais pas, la BPI. C'est vrai que c'est des profils, des typologies de personnes complètement différentes. Est-ce que vous développez des outils spécifiques pour chacune des boîtes? Comment ça se passe un petit peu en bac? Ouais, alors du coup, on a créé des outils effectivement qui sont spécifiques par rapport aux typologies de métiers et donc par exemple les outils d'auto-évaluation qu'on a créés sont adaptés en fonction d'un métier puisqu'on va pas du tout avoir les mêmes facteurs de bien-être ou de mal-être en fonction de si on travaille de nuit, si on fait du 3-8, si on est assis toute la journée sur un bureau ou qu'on est justement tu vois qu'on est dans une usine. Et également, tous les outils de formation sont adaptés en fonction des métiers aussi. Donc on va pas du tout pousser les mêmes contenus et les mêmes sujets à travailler en fonction justement en fonction de ton métier, et en fonction de on va dire tes compétences. Donc tout ça, c'est forcément adapté. Et pareil, dans la partie accompagnement, généralement, quand on est sur des métiers plus techniques, ouvriers, les professionnels qui sont plus mis en avant, c'est par exemple des assistantes sociales ou des psychologues cliniciens, et moins la partie coaching ou la partie psychologue du travail ou ergonome. Et peut-être une question, supplémentaire par rapport à ça, comment vous êtes accueillis par les entreprises quand vous allez les démarcher pour vendre votre solution?
comment est perçue justement cette thématique de la santé mentale en entreprise? Écoute, on va dire qu'il y a eu un avant, un après, forcément. Je pense qu'on t'a déjà, t'en as forcément pas déjà Covid. parlé. Donc, quand on a créé l'outil en 2018, je t'avoue qu'on était pour le coup d'une manière totalement humble, hein, mais précurseur sur le sujet, puisque on s'est même pris on va dire des grands murs face à nous de la part de DRH ou de DG qui comprenaient absolument pas ce qu'on faisait et quel était l'intérêt d'accompagner les salariés dans leur démarche de santé mentale. Mais alors vraiment pas du tout. Toutes les entreprises même pensaient que s'arrêter vraiment à nos outils d'auto-évaluation et penser qu'on était un outil de baromètre, tu vois, donc qu'on faisait des outils de survey, alors que pas du tout, mais parce que à l'époque les entreprises étaient vraiment focalisées sur la donnée, avoir de la donnée de nos salariés, savoir comment ils vont, etc., etc. Mais donc vraiment dans une approche très top-down et donc à pousser des enquêtes, des questionnaires, etc. Donc, on a eu quelques entreprises quand même qui nous ont fait confiance dès le début. Et en fait, on a vraiment vu l'évolution de cette mentalité par rapport à l'accompagnement évoluer. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fonction des années, en 2019 par exemple, bah voilà, on touchait beaucoup plus d'entreprises aussi parce que il y avait une vraie volonté d'accompagnement de la part des DRH. Et le Covid a fini de très clairement de sensibiliser, on va dire, les plus Évangéliser et le marché. ouais, évangéliser le marché et on va dire, casser un peu, le mythe comme quoi, prendre soin des salariés, c'est pas forcément utile ou c'est accessoire. Et donc même les plus réfractaires, bah, on finit par changer d'avis. Donc ouais, il y a eu des entreprises qu'on n'aurait pas forcément eu avant le Covid qui finalement sont devenues clientes. Et aujourd'hui, très clairement, nous, notre outil est très bien perçu dans les entreprises et très bien accueilli. On essaie de cibler des entreprises qui sont généralement assez matures sur ces sujets, puisque c'est quand même une démarche aussi de mettre en place un outil comme celui-ci. Et donc, on va s'adresser à généralement à des DRH ou à des DG qui ont déjà bien conscience des problématiques de bien-être en entreprise et pour qui la santé mentale est un point très important qui permet finalement euh, d'avoir une efficacité de leurs équipes très importante, puisqu'il faut pas non plus oublier pourquoi on met en place une démarche de santé mentale ou de prévention de santé mentale en entreprise. C'est vraiment aussi pour que les employés soient toujours efficaces, qu'il y ait une bonne situation de bien-être et au final que l'entreprise continue à avancer et à grandir. OK, bah, justement, je te reposerai quelques petites questions tout à l'heure sur le modèle de vente et cetera. Mais je voudrais t'emmener sur, 2 autres activités que vous avez avec Moodwork. Donc, j'ai fait mes devoirs quand j'ai préparé l'épisode. J'ai découvert, My Happy Job, donc, un média dédié à la santé mentale. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Et après je vais avoir 2-3 petites questions à te poser, sur cette, autre activité qui m'a vraiment interpellé et interrogé. Ouais, donc en fait, My Happy Job, c'est un média axé sur la santé mentale et la qualité de vie au travail. C'est un média qu'on a racheté en juillet dernier, donc il existait déjà. Donc, et on a fait en fait ce pari de se dire qu'aujourd'hui, si on souhaitait être les leaders sur ce marché de la santé mentale, il nous fallait absolument un canal de distribution et de distribution de l'information de qualité. Donc on s'est dit que plutôt que de créer un média ex nihilo, et c'est quand même très compliqué ensuite pour avoir beaucoup de lecteurs, on allait se rapprocher de l'acteur de référence de l'époque qui est du coup My Happy Job, puisque quand on a racheté My Happy Job, il y avait 400 000 lecteurs par an, et là on est quasiment à 600 000 lecteurs par an sur My Happy Job. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on touche à peu près 1 million de personnes entre Moodwork et My Happy Job sur nos contenus et sur nos recherches. Parce que l'idée, c'est que également, comme on a un pôle recherche en interne chez Moodwork, donc composé de docteurs en psychologie et en sciences comportementales et de psychologues du travail et cliniciens qui sont à l'origine de tous les outils qu'on crée en fait sur Moodwork. On fait aussi beaucoup de recherches et beaucoup de publications. Et donc l'idée aussi de ce média, c'était de pouvoir justement toucher le plus grand nombre et donc pour pouvoir informer sur tous ces sujets de santé mentale et de qualité de vie au travail. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais de lancer un média rattaché à sa marque? Parce que je sais que c'est quelque chose qui est en train de se développer un petit peu. Là, très récemment, il y a l'IFUN qui a lancé une initiative, semblable avec la Dostec. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais, même si c'est quelque chose qui est très chronophage?
sur le long terme peut-être? Je pense sincèrement que et comme tu dis, il y a de plus en plus de grandes sociétés aussi qui se positionnent sur ça, sur le fait d'avoir un média. Et je pense sincèrement que c'est un peu le futur aussi, qu'il va y avoir d'entreprises qu'on va voir qui vont créer leurs médias ou qui en tout cas vont se rapprocher de certains médias. Il y a très clairement très clairement une volonté des entreprises aussi de pouvoir proposer ou en tout cas de pouvoir transmettre aussi tout de l'information. Et donc oui, moi je conseillerais de créer un média si on en a les besoins, l'envie et la motivation, ou alors de se rapprocher d'un média existant effectivement. D'accord. Est-ce qu'il y a un pipe, média vers Moodwork aujourd'hui, ou est-ce que le média pour l'instant il est juste là plutôt pour évangéliser en B2C pour un futur peut-être B2C? Alors aujourd'hui, il y a très clairement un pipe, enfin des ponts entre Moodwork et MyHappyJob. En fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a créé ce qu'on appelle enfin, ça existe dans beaucoup d'entreprises aussi, un scoring marketing en fonction de toutes les interactions qu'ont des personnes avec Moodwork ou MyHappyJob. Et donc, quelqu'un qui va venir liker notre page LinkedIn, télécharger un livre blanc venant de MyHappyJob, consulter tel ou tel article, a un score qui augmente, et donc ça devient une personne qui est potentiellement de qualité et va pouvoir contacter ensuite parce que justement comme il a eu connaissance de Moodwork et de nos contenus, c'est potentiellement quelqu'un qui est intéressé par le sujet, qui pourrait mettre en place un outil comme le nôtre dans son entreprise. Et donc nous on fait principalement, tu vois, dans notre démarche commerciale, on contacte principalement des gens qui sont justement qualifiés pour éviter justement les call calls, la perte de temps avec des gens qui sont pas forcément matures sur le sujet, et aussi parce que les DRH aujourd'hui sont des gens très très sollicités, et il y a un vrai sujet du coup dans le fait de contacter des gens qui aient le temps, ou qui soient dans cette réflexion justement de mettre en place un outil comme le nôtre, plutôt Vous arrivez à qu'aller. traquer tout ça? On arrive à traquer tout ça du coup. OK, hyper intéressant, ça, parce que c'est vrai que ça doit intéresser beaucoup de personnes de savoir comment vous y prenez. Il y a sûrement une sauce secrète derrière, mais est-ce que tu as peut-être un élément, rapidement technique, sans divulguer forcément, la sauce secrète Moodwork? Bah non, mais c'est beaucoup de travail au départ, à la fois technique pour justement récupérer tous ces éléments et toute cette matière sur on va dire les interactions avec Moodwork et les personnes extérieures. Et également ensuite, bah il y a aussi un gros travail technique sur l'adaptation de notre outil par rapport, comme je te l'ai dit, aux différents contextes d'entreprise, aux différents contextes de métier. Et après, sur le plan commercial, nous, on a fait aussi le pari de s'entourer que de personnes qui ont aussi de l'expérience dans le milieu RH, ou en tout cas qui a une très bonne compréhension aussi des enjeux des responsables en entreprise qui portent ces sujets, parce que justement aussi à la fois pour aller plus vite dans la qualification de besoins lors du premier appel, mais aussi pour pouvoir bien conseiller les RH qu'on a en face de nous, pour à la fois dans leur démarche justement de santé mentale au travail, mais aussi dans toute la gestion, on va dire, des RH au quotidien. Et ça, c'est un point très important puisque on a vraiment nous fait un switch dans cette vision de notre démarche commerciale, qu'on voulait du coup plus de qualité avec des gens expérimentés, et du coup ce qui au final est un travail de fourmi, nous permet d'accélérer, d'aller plus vite justement dans ces thématiques. OK, et tu as évoqué rapidement justement le laboratoire de recherche interne, donc tu as expliqué que vous faisiez de la publication. Est-ce que tu peux nous dire rapidement comment ça fonctionne? Si ce sont des chercheurs qui bossent dedans, si ce sont des personnes de chez Moodwork? Est-ce que c'est une structure externe? Est-ce que tu as des petits détails par rapport à ça? Ouais, donc notre pôle recherche, il est effectivement composé de docteurs en psychologie et en sciences comportementales. Aujourd'hui, on en a 3 chez Moodwork qui sont salariés de chez Moodwork, et on a également des psychologues cliniciens et du travail qui sont également salariés. Et donc tous les outils qu'on crée, que ce soit les outils d'auto-évaluation, que ce soit les formations, sont créés par ce pôle recherche.
et toutes les thématiques sont validées par un comité scientifique qui est composé d'externes, de chercheurs provenant de différentes universités, avec qui on va définir les grandes thématiques du moment ou les grands sujets ou les grands outils qu'on souhaiterait créer. C'est important pour vraiment ce pôle recherche parce que c'est très regardé déjà par nos entreprises clients de la qualité et de la véracité des contenus qu'on va pouvoir proposer sur l'outil. Et également tous les outils par exemple d'auto-évaluation qu'on a créés font l'objet de publications de recherche dans des revues scientifiques. Et on crée aussi à la fois on écrit beaucoup de livres de contenu et de livres blancs, et également on a par exemple créé des outils, on a créé le premier test de bore-out validé scientifiquement en France, qu'on a sorti il y a très peu de temps là, et donc tu pourras le tester, il est sur Woodwork, pour mesurer ton ennui au travail, parce que c'est une des pathologies un peu sœurs du burn-out. Et on crée en fait des outils comme ça qui sont gratuits et qui permettent justement de sensibiliser des personnes par rapport au sujet. Donc on a vraiment aussi cette vocation, on va dire, de pouvoir faire de faire avancer la recherche, mais également de pouvoir créer des outils qui soient utiles et gratuits et utilisés par le plus grand nombre. Ok, bah super, merci beaucoup pour cette réponse. Je vais t'emmener maintenant sur une nouvelle séquence que je viens de créer sur le podcast. Donc, je l'ai appelée simplement Entreprendre dans la health tech. Et quelque chose qui va m'intéresser, on en a parlé un petit peu tout à l'heure en filigrane. Comment se passe votre processus de vente B2B et peut-être comment s'est déroulée la première vente? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément dans la health tech parce que c'est un peu le challenge ultime de vendre en santé. Donc pour parler de la première vente, on a eu effectivement, on a mis du temps à conclure cette première vente avec une entreprise qui aujourd'hui est toujours cliente. Donc comme quoi, même si ça prend du temps, ça veut pas dire que le client sera pas fidèle derrière. On a mis du temps parce qu'au départ, sans référence sur un peu un marché naissant, puisque pour le coup, vraiment le marché de la santé mentale au travail, c'était vraiment un marché naissant qu'on a contribué nous aussi à éduquer. Et, euh, et donc c'était très compliqué au départ comme je te l'ai dit tout à l'heure, de se faire comprendre et que les RH aient une bonne compréhension de notre outil, et du coup aussi forcément avoir la première vente. Cette première vente derrière, elle nous a finalement permis voilà, d'en avoir d'autres, mais on va dire qu'on a mis bien 6-7 mois avant de signer le premier contrat, alors que nous, on était un peu tout feu tout flamme. On pensait que notre outil était tellement génial qu'il allait se vendre en à peine une semaine. Or, pas du tout. Il y a plein de choses qu'on n'avait pas pris en considération. Par exemple, s'était pas rendu compte que en allant présenter notre outil au RH, derrière, il allait falloir le présenter au CHSCT, donc au comité d'hygiène, santé et sécurité au travail, puis au CE, donc maintenant c'est le CSE, mais à l'époque, donc il y avait toutes ces instances à travers qui on devait aussi parler, puis après valider l'outil en COMEX. Donc c'était quand même un sujet finalement assez complexe, ce qui fait que on a quand même mis du temps à faire cette première vente. Et aujourd'hui, comme je te disais, ce qui est intéressant, c'est que comme on arrive à qualifier mieux le besoin chez nos clients, et qu'on a fait un énorme travail aussi du côté technique pour que notre outil soit intégré à la fois aux outils internes de l'entreprise, mais aussi on passe beaucoup plus les grilles de lecture juridique ou de RGPD. Aujourd'hui, on a des cycles de vente qui sont de l'ordre de 2-3 mois, alors que quand on a commencé au tout départ, on était plus vers 7 mois, vers le double, tu vois. C'est vrai que c'est fort du coup cette itération. Et aujourd'hui, à quoi ressemble votre pipe? Surtout peut-être la partie prospective. Comment ça se passe? Aujourd'hui, donc notre pipe, nous, on va dire qu'on s'attarde et qu'on adresse surtout les ETI et les grands comptes, donc les entreprises de plus de 1000 salariés. Les entreprises de moins de 1000 salariés, on fait surtout de la demande entrante et on les laisse venir vers nous. Et sinon, l'équipe commerciale est vraiment focalisée sur ces entreprises de plus de 1000 collaborateurs, avec l'idée, comme je te disais, d'aller vraiment toucher des personnes qui sont déjà sensibles à la thématique et au sujet, et qui ont une vraie volonté de mettre en place un outil comme le nôtre, puisqu'en fait, on s'est vraiment rendu compte que c'était pas forcément bon de vouloir à tout prix forcer, ou en tout cas forcer un peu la main d'un RH à mettre en place un outil comme le nôtre, parce que finalement, s'il n'y a pas de volonté interne
et même une volonté d'entreprise d'accompagner les salariés dans leur démarche de santé mentale, l'outil finalement sera très peu utilisé. La communication sur l'outil en interne sera moindre, et au final, c'est toutes les conditions qui vont faire que une entreprise peut churner. Donc on s'attarde vraiment sur des entreprises qui sont à la fois matures, mais aussi qui ont une vraie volonté de mettre en place un outil comme le nôtre. Je rappelle pour les auditeurs qui sont pas habitués au langage de Startup Nation que le churn, c'est du coup les personnes qui quittent, qui arrêtent d'utiliser ta solution, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Ouais. Il faut remettre en contexte. Tu fais bien. Moi-même, je n'aime pas le franglais pourtant, mais oui, j'avoue que là, c'est un mot qui est beaucoup plus simple que de dire entreprise qui arrête d'acheter ta solution. C'est vrai, mais du coup, carrément. Ok, bah, trop bien de voir un petit peu comment ça fonctionne derrière. Une autre thématique sur laquelle je me sens un petit peu obligé de t'emmener, c'est la concurrence internationale. Donc on sait qu'il y a justement une grosse concurrence sur cette thématique-là, et notamment avec un acteur, il me semble, américain, c'est ça, Lyra, qui vaut déjà plus d'1 milliard. Est-ce que tu peux nous en parler un Même, petit peu, même nous 4 expliquer milliards. 4 milliards du coup maintenant? Ok, Ouais. ouais, c'est énorme. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu justement comment vous vous positionnez par rapport à la concurrence, comment toi tu l'aperçois? Est-ce que d'ailleurs tu l'aperçois comme une concurrence ou pas? Alors pour le coup, Lyra Health donc fait partie, enfin c'est le leader international, ouais, effectivement, qui vaut 4 milliards. Il y en a un autre aux États-Unis qui s'appelle Spring Health aussi, qui vaut lui à peu près 2 milliards. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que au final aux États-Unis, bon, qui est quand même un gros marché, hein, forcément, bah ça a été, il y a quand même plusieurs acteurs qui ont réussi à se partager, on va dire, le marché et le gâteau. Après, c'est très différent du système français, puisque pour le coup, un Lyra est payé par les entreprises, mais il y a beaucoup moins de choses comme en France qu'on a, qui sont par exemple payées par la Sécu, l'accompagnement psychologique, etc. Donc les Américains ont vraiment un intérêt encore plus fort à mettre en place ce genre d'outils. C'est des concurrents dans le sens où ils font exactement la même chose que nous. Ils ont vraiment ces trois parties d'auto-évaluation, de formation, d'accompagnement psychologique. Ce qui est marrant, c'est que nous, on les connaissait pas du tout quand on a créé Moodwork. Mais au final, on est parti vers une démarche un peu similaire à la leur. On les prend pas comme des concurrents directs, puisque un Lyra ne viendra jamais aux États-Unis, ne viendra jamais, pardon, en France, parce qu'il y a une énorme barrière à la fois culturelle, mais aussi une barrière, on va dire, légale, puisqu'une entreprise ne fera pas confiance à une entreprise américaine, notamment sur ces sujets de santé mentale, pour des raisons RGPD, des raisons de protection des données. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Par contre, on a effectivement des concurrents aujourd'hui espagnols, allemands, qui sont à peu près à la même taille que nous. Et c'est intéressant de voir, bah, du coup, l'émergence de ces différents acteurs. Euh, Nous, on reste convaincus qu'il y a de la place, on va dire, pour différents acteurs et différentes démarches. Et c'est ça qui est intéressant même. Mais qu'il y aura forcément un jour bah, des rapprochements, soit des rapprochements par des grands. Donc, par exemple, ça peut être des assurances mutuelles qui décident, bah, voilà, de rajouter une corde à leur arc, et donc bah, par exemple de se rapprocher d'un Moodwork, soit des rapprochements entre acteurs déjà existants, donc par exemple un Français, un Allemand qui se rapprochent, et donc pour bah, du coup élargir leur marché, élargir leur champ d'intervention. Intéressant que tu abordes ce sujet-là. Est-ce que c'est des choses que tu as déjà pensées? Et peut-être, est-ce que tu envisages de faire une grosse levée de fonds pour aller racheter un concurrent espagnol ou allemand? Et c'est effectivement, on va dire que je peux pas forcément tout dire, je peux pas forcément tout dire. Bien sûr. Mais effectivement, ça peut être une des stratégies pour pénétrer un marché. Le marché allemand étant un marché vraiment super mature sur nos sujets, donc ça pourrait être une idée, effectivement, d'aller racheter un concurrent, ou en tout cas de se rapprocher d'un concurrent. D'accord, ok. Une petite dernière question sur cette parenthèse entrepreneuriale dans la health tech.
Est-ce que tu as un coup de gueule à pousser sur l'écosystème Health-Tech? Français peut-être, je dirais qu'on est parfois pas assez ambitieux en France, surtout sur la tech très clairement. On a de très belles structures, mais on a un problème, c'est qu'on n'arrive pas à en faire des licornes et en faire des géants comme on pourrait le voir aux États-Unis. Donc peut-être que ça manque d'ambition ou alors que les entreprises se font racheter trop vite. Donc il faudrait qu'en tant qu'entrepreneur, on garde encore une fois le cap et avoir la volonté vraiment de devenir un géant et un leader sur ces sujets, d'autant que on a de très belles structures avec des talents formidables. Donc on a un peu tous les éléments pour pouvoir créer des géants. Donc ce serait bête de pas continuer justement et de pas garder le cap sur la volonté de créer vraiment des leaders. Euh, et on a un problème aussi en France, c'est toute cette en Europe en tout cas, c'est toute cette partie RGPD aussi qui est très bien d'un point de vue utilisateur, mais qui freine aussi, je pense notamment à toutes les entreprises dans la health-tech qui utilisent l'intelligence artificielle, qui freinent justement les avancées dans la compréhension de certains besoins, dans la compréhension de certaines données dont on pourrait avoir besoin pour justement devenir un leader et accélérer. Comment on pourrait faire mieux, c'est-à-dire utiliser cette data tout en continuant à protéger l'utilisateur? Ouais, ça c'est la question, c'est la question à 1 million de dollars pour le coup. Non, je pense que les choses vont évoluer, qu'on arrivera de plus en plus à avoir des algos qui permettront de mieux trier la donnée, donc de conserver l'anonymat de l'utilisateur tout en ayant une bonne compréhension. Mais donc oui, il y a un vrai sujet sur ça, sur le fait d'arriver à gérer, à être entre RGPD et machine learning. Ok, bah top. Et pour finir, je vais te poser quelques questions plutôt personnelles sur l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as un regret avec Moodwork, quelque chose que tu aimerais corriger, que tu aimerais faire mieux? On veut toujours faire mieux. En tout cas, non, ce qu'on veut, c'est toujours aller plus vite. Ça, par contre, on veut toujours que ça aille très très vite. Donc, je pense qu'quelque chose que j'aurais aimé corriger, c'est être plus focus au départ. Et moins nous éparpiller parce qu'on s'est un peu éparpillé sur Moodwork, même si on a créé Dr Mood, etc. Du coup, on avait différents produits et donc peut-être être plus centré sur un seul outil, ce qui nous aurait peut-être permis de gagner quelques mois, notamment dans le développement de Moodwork. Est-ce que t'as peut-être une astuce pour devenir focus? Parce que c'est un peu le défi de tout le monde, c'est un peu le défi de l'entrepreneur qui doit hésiter entre tel ou tel marché. Ouais, faut pas hésiter à prendre un chemin et à ne pas regretter. En fait, c'est surtout ça derrière. C'est aller de l'avant et on a pris cette décision. Maintenant, faut avancer. Ce qui est pas forcément évident hein, de pas regarder derrière à chaque fois. Mais c'est vraiment quelque chose qui est important à faire. Encore une fois, garder le cap et ne pas regarder derrière ce qui s'est passé. Ok. La question jumelle de la précédente, quelle est ta plus grande fierté avec Moodwork? La plus grande fierté, c'est très clairement la constitution de l'équipe où on a des gens très fidèles qui, pour beaucoup, sont là depuis le début et donc enfin pour beaucoup, en tout cas, on a un beau noyau dur, mais c'est vraiment ouais l'équipe qu'on crée avec toute l'émulation positive qu'il y a au sein de l'entreprise, avec des gens qui sont bienveillants, des gens qui s'épanouissent au sein de Moodwork et qui aiment la mission. Euh, donc oui, très clairement, c'est notre équipe, ma plus grande fierté. Ok, bah on retient ça, c'est vrai que c'est beau d'avoir une très belle équipe. Et autre petite question, si tu devais relancer une boîte aujourd'hui, en santé évidemment, qu'est-ce que tu lancerais? Quelle boîte aujourd'hui que tu vois dans le panorama un petit peu te motive, te stimule et tu te dis waouh, ça j'aurais aimé le lancer. Euh, Écoute, moi, j'aurais bien aimé mixer, on va dire, des environnements et donc faire monter une structure dans la santé, mais par rapport à un besoin fondamental qui est soit la nourriture, soit l'accès à l'eau. Et notamment avec l'eau, il y a une énorme
un énorme combat qui va arriver dans les prochaines années, hein, et donc l'accès à l'eau va devenir un sujet de santé, qui ça l'est déjà, mais encore plus important. Et donc je pense qu'il y a énormément de choses à faire sur justement l'eau potable, et comment avoir une eau correcte, notamment et dans les villes et dans des endroits un peu plus reculés. Donc je pense que j'irai vers ce genre de sujet. On attend du coup la future fusion-acquisition avec une grosse boîte qui fait de la gestion d'eau une fois que vous serez devenu licorne. C'est ça. Pour la question suivante, je vais m'appuyer sur ton passé de VC. Qu'est-ce qui fait selon toi une bonne startup LSTech? Très sincèrement, c'est l'équipe technique, et les entrepreneurs du coup qui montent l'entreprise. Je vais dire que c'est leur vision et leur capacité justement à voir loin et sur le long et à voir loin dans le temps, avec beaucoup d'ambition. Donc il y a vraiment 2 aspects, à la fois la force de l'équipe technique et ce qui a été créé, parce qu'il y a vraiment un énorme sujet sur la partie recherche slash technique, et 2, la vision et la capacité à se projeter. C'est vrai que c'est quelque chose. Tout le monde en parle, tout le monde parle de l'équipe. Je pense que quand on commence à entreprendre, on a du mal peut-être à percevoir ce que ça veut dire, mais c'est vrai que quand on commence à entreprendre, on voit tout de suite que c'est indispensable. Tout à fait. Et pour finir, le classique dans ce type de podcast, mais quand même très très important, est-ce que tu as un conseil concret, et j'insiste sur vraiment concret, activable tout de suite pour ceux qui nous écoutent, qui entreprennent déjà dans la health tech ou qui veulent entreprendre dans la health tech? Alors, moi j'ai 2 conseils qui, à mon avis, peuvent s'appliquer aussi à tout type d'entrepreneur, mais ne pas oublier, le premier, c'est prendre du temps pour soi. Vraiment ne pas oublier aussi de faire des pauses, de prendre des vacances, parce que sinon c'est comme ça, c'est le meilleur moyen pour se cramer et ne pas arriver au bout justement. Et donc c'est pour moi quelque chose qui est très dommageable si on n'arrive pas à faire ça. Et 2, ne pas négliger l'aspect, on va dire, ne pas négliger le fait de s'aérer l'esprit aussi, en faisant du sport ou de la méditation, et donc en prenant aussi des instants de recul qui permettent finalement aussi d'avoir d'autres idées et d'accélérer sur des sujets, même si on a l'impression de perdre du temps en prenant ces instants de recul. Ça permet finalement d'en gagner derrière sur plein de sujets. Merci pour ces conseils. C'est vrai que c'est des conseils qui doivent être très proches de ce que tu fais avec Moodwork, mais ils sont ô combien essentiels pour continuer à avancer. En tout cas, merci beaucoup pour toutes les réponses que tu m'as données. Donc là, on arrive au bout du podcast. Vraiment, merci pour toutes ces réponses. Merci à toi. Et puis, on reviendra vers toi quand tu auras fait une fusion-acquisition avec les concurrents allemands, les concurrents espagnols, et que tu seras prêt à aller attaquer le marché US. Merci à toi. À très bientôt et avec plaisir pour en parler. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Health Tech in Progress. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu veux soutenir le podcast, n'hésite pas à lui laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Je suis Meriadec Guignard et je te dis à la semaine prochaine pour continuer notre exploration de l'écosystème Health Tech français.